La VSEA est une association engagée, présente sur plusieurs secteurs d'activité du social et du médico-social et rassemble une grande diversité de métiers au service de l'accompagnement, du soin et de l'inclusion. Je vous invite donc à découvrir une partie de nos métiers présentés par plusieurs de nos dispositifs d'accompagnement. Alors par rapport à l'ESAT, déjà le premier métier d'accompagnement c'est moniteur d'atelier, deuxième classe, première classe, donc c'est des professionnels qui sont vraiment au cœur de l'accompagnement au quotidien, que ce soit essentiellement dans les ateliers, sur l'accompagnement dans la production, que pour la partie médico-sociale, en lien avec les coordinateurs. Donc, dans le schéma c'est les moniteurs, et après nous avons les moniteurs principaux. Il y en a 3 ici, qui sont entre guillemets les bras droits du chef de service, qui gère l'accompagnement, les PP, la production, qui ont un niveau hiérarchique supérieur au moniteur d'atelier. Ça c'est pour la partie vraiment ESAT, cœur du métier de production. Et après il y a la partie médico-sociale, où dedans il y a une CESF, conseillère économique, sociale et familiale. Nous avons 3 coordinateurs de parcours. Ensuite, nous avons tout ce qui est administratif, secrétaire, assistante, etc. Nous avons les 4 coordinateurs qui sont 4 coordinateurs en lien avec les AT et le foyer, des GEM et d'autres dispositifs. Les chefs de service des AT. Et après, il y a le directeur. Et il y a d'autres directeurs qui sont principalement autour de ça. Et le tronc commun de tout ça, c'est l'accompagnement des personnes en lien avec leur projet personnalisé. C'est-à-dire que tous les ans, il y a l'obligation de faire le projet personnel de la personne. Où là, on étudie à la fois ses envies, besoin de stage, besoin d'être épanoui différemment, d'avoir un appartement, d'être autonome, de faire une expérience à un autre ESAT, ou alors de dire je veux rester dans mon travail mais je voudrais prendre un aménagement poste, etc., etc. Tous les ans, il y a un temps de réunion, ça s'appelle donc le projet personnalisé, où là, c'est piloté par l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire, sans le cadre. C'est-à-dire qu'il y a le coordinateur, le directeur qui est là, le moniteur qui est référent. Chaque moniteur a à peu près entre 9 et 15 références. La psychologue du travail qui est aussi présente ici. Et puis la CESF. Et après, donc, on construit le projet de la personne avec la personne. Et ensuite, on doit mettre en place ce projet. Et on va dire que tous les 2 mois, on commence à mettre en place des PSU, points de suivi usager. Où là, le référent il vient pendant 2 heures avec des personnes qui l'accompagnent, mais administrativement, on parle de ces personnes avec les coordinateurs, la psychologue et de temps en temps le chef de service, pour faire un point d'étape pour voir si on en est, on avance. Et c'est vraiment l'axe de pivot de tout ça. Et après, il y a greffé d'autres personnes, ça peut être les médecins de la personne qui peut venir ici, le psychologue externe, ça peut être la curatrice, la tutrice, voilà. C'est un ensemble. À l'ESAT, c'est les coordinateurs de parcours, les moniteurs d'atelier, le moniteur principal, chef de service. C'est comme ça que ça fonctionne. Bonjour, donc Frédéric, je suis chef de service au niveau de Cap Emploi Vosges. Donc, Cap Emploi, c'est un organisme de placement spécialisé dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi reconnus comme travailleurs handicapés qui les accompagne vers l'insertion professionnelle en milieu ordinaire. Mais Cap Emploi, ce n'est pas que ça. Cap Emploi accompagne également les entreprises dans leur politique de recrutement. Et sur un autre versant, Cap Emploi aussi accompagne les salariés, les travailleurs indépendants et les employeurs au niveau du maintien en emploi, c'est-à-dire d'essayer de maintenir le salarié sur son poste de travail, salarié qui risque d'être licencié pour inaptitude. Voilà. Et également, Cap Emploi, c'est aussi du conseil en évolution professionnelle. Voilà. Donc pour ces postes, Cap Emploi a besoin notamment de conseillers à l'emploi. Et j'allais dire, comme il y a 2 versants du maintien et de l'accompagnement pour de demandeurs d'emploi, le métier est légèrement différent selon les versants. Au niveau du versant accompagnement, maintien en emploi, là, les conseillers à l'emploi, le cursus qui est surtout demandé, c'est quand même, et plutôt exigé, c'est quand même qu'il y ait
années d'expérience sur tout ce qui est montage de dossiers, notamment dossiers de financement auprès de l'AGFIP notamment ou du FIP. Et ce sont des dossiers quand même assez complexes et qui peuvent être plus longs et lourds à monter. Et donc là, il y a quand même besoin de personnes qui ont quand même moins de 3 ans d'expérience, si possible déjà sur le placement avant au niveau d'un cap emploi. Et de personnes quand même qui soient à l'aise avec le monde de l'entreprise et qui soient à l'écoute des salariés et aussi des médecins du travail, des ERCO, etc. Donc là, on va dire c'est des postes un petit peu plus complexes, donc avec un besoin de beaucoup plus d'expérience. Et sur l'autre versant, sur les conseillers à l'emploi placement, donc suivi de demandeurs d'emploi, alors on demande tout de même une expérience dans le domaine de l'insertion professionnelle, un diplôme si possible aussi dans le domaine de l'insertion professionnelle ou de la formation, voire RH, pourquoi pas, en ressources humaines et ou psychologie du travail. Ça peut faire l'affaire. Bon, personnellement, moi ce que je recherche surtout et avant tout, c'est des personnes qui aient déjà des connaissances au niveau du handicap, la notion de handicap, des personnes qui aient le sens de l'écoute et qui sachent s'intégrer au sein d'équipes. Donc là, en l'occurrence, équipe Cap Emploi, mais aussi équipe France Travail, parce qu'on intervient dans les locaux de France Travail. Personnes qui sont à l'aise, quels que soient les deux postes, dans le domaine administratif et de la saisie, parce qu'il y a une grosse part de travail de saisie administrative en tant que conseiller à l'emploi, de reporting, de compte rendu. Et donc il est demandé quand même d'être très à l'aise avec les outils informatiques et j'allais dire avoir une envie d'apprendre aussi également, parce qu'il n'existe pas de formation vraiment de conseiller à l'emploi, Cap Emploi, et donc il faut vraiment avoir envie d'apprendre, notamment sur tout ce qui touche au handicap, aux notions de handicap. Voilà, je dirais au niveau de Cap Emploi, donc c'est surtout des métiers de conseiller à l'emploi. Donc, le dispositif Enfance et Handicap est un des 5 dispositifs de l'association AVSEA. Le dispositif s'étend sur tout le territoire vosgien, donc on va de Saint-Dié jusqu'à Saint-Nabord, en passant par Épinal et Fontenoy-le-Château. On a du coup en accompagnement 120 enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap pour 70 professionnels. Au niveau des champs d'intervention de ce secteur, on a pour les accompagner effectivement des professionnels socio-éducatifs, des professionnels thérapeutiques, des professionnels logistiques et puis administratifs, ainsi que des personnels d'encadrement. Et donc particulièrement sur le secteur socio-éducatif, on travaille avec des éducateurs spécialisés, des éducateurs techniques spécialisés qui vont être davantage centrés sur les ateliers techniques, donc des ateliers comme la blanchisserie, la restauration, les espaces verts, le bois, avec du coup des compétences associées pour ces professionnels. On a également des personnes qui sont diplômés moniteurs, éducateurs, des accompagnants éducatifs et sociaux, des aides-soignants qui vont être davantage sur le soin, sur l'aide à la prise des traitements. Au niveau des savoir-faire, savoir-être, des connaissances qui sont attendues par ces professionnels lorsqu'ils arrivent en poste, c'est une connaissance générale sur le handicap, sur la déficience intellectuelle, sur les troubles du neurodéveloppement, sur les troubles du spectre de l'autisme, en particulier pour les unités d'enseignement maternel autiste, les unités d'enseignement primaire autiste, pour certains accompagnements au CESAD également, pour le dispositif d'autorégulation qui est le service qui se fait au collège Jules Ferry à Épinal, pour également certaines unités de l'IME situées à Fontenoy-le-Château, ainsi que pour l'unité des épilobes, donc, qui est une unité qui accompagne des adolescents et jeunes adultes en situation d'autisme avec potentiellement des troubles du comportement associés. Ce qui est attendu en termes de savoir-être, c'est notamment une grande adaptabilité, une capacité d'observation, d'anticipation, d'organisation de son travail pour éviter et anticiper toutes
les difficultés, les frustrations que peuvent avoir les enfants, adultes et adolescents que nous accompagnons. C'est une capacité de prise d'initiative, adaptée en fonction du poste, d'avoir, quel que soit le poste, du bon sens, ce qui est aussi la base de notre travail. Mettre effectivement des stratégies liées à l'autisme, des stratégies d'accompagnement plus spécifiques, c'est toujours un plus dans l'accompagnement de ce type de public. Les autres compétences qui peuvent être nécessaires à ce poste, c'est une capacité d'adaptation, une capacité de créer un lien de confiance avec la personne qui est accompagnée. Donc là, quelle que soit la personne, que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte, la construction de lien de confiance est essentielle à tout travail socio-éducatif qui est lié ensuite. Et puis, selon certains postes, on a une capacité aussi à attendre, en tout cas une compétence attendue qui est les écrits, la maîtrise d'écrits professionnels, avec la rédaction d'écrits pour des bilans, pour des projets d'accompagnement, pour des projets d'activités, d'ateliers, etc. Le dispositif CEDRE, dans le cadre de ses accompagnements auprès des enfants qui bénéficient d'une mesure éducative, différents profils métiers et différentes fonctions au sein des équipes éducatives. La première d'entre elles, à laquelle on pense spontanément, est la fonction d'éducateur sur un groupe d'hébergement mineur. De formation éducateur spécialisé ou moniteur éducateur, de nouveaux profils émergent au sein de ces équipes depuis plusieurs années et il n'est aujourd'hui pas rare de recruter sur ces postes des professionnels venant d'horizons différents du secteur éducatif. Leur profil apporte alors une complémentarité aux dynamiques d'équipe et leurs compétences permettent de développer des actions ou accompagnements plus spécifiques. C'est par exemple le cas de professionnels issus d'un parcours précédent à l'éducation nationale ou encore avec des formations dans le secteur de l'animation. Le rôle de ces éducateurs en hébergement collectif de mineurs est d'encadrer les enfants, généralement des groupes de 12 par site, dans la gestion du quotidien. La journée est donc rythmée comme dans un environnement familial classique, avec le matin le lever des enfants, l'organisation du petit déjeuner et leur départ dans de bonnes conditions à leurs activités en milieu scolaire ou professionnel. En cours de journée, il peut y avoir des rendez-vous médicaux à assurer, des rencontres avec des familles, des démarches administratives à réaliser ou encore des écrits. Le temps fort de la journée arrive au moment du retour des enfants sur le collectif. Là encore, les choses sont généralement ritualisées. Un goûter est proposé, ensuite arrive l'accompagnement au devoir et enfin le déroulement de la soirée avec des propositions d'activités avant le repas partagé, puis une disponibilité jusqu'au retour progressif en chambre pour le coucher en fonction des tranches d'âge. Évidemment, les éducateurs se relaient en cours de journée. Ils sont peu nombreux le matin et en début d'après-midi pour gérer les besoins et leur présence s'intensifie à partir de 16 h jusqu'au coucher. Si le groupe est calme, le dernier professionnel qui quitte son poste est à 23 h après un relais effectué avec le surveillant de nuit. Il travaille généralement un week-end sur deux. Les compétences recherchées pour ce poste sont notamment une bonne connaissance du cadre législatif, le fait d'avoir un profil pédagogue adapté au public accueilli ou encore d'avoir la capacité de prendre des initiatives et de travailler en équipe afin d'assurer une cohérence dans les réponses et les décisions. Je fais le distinguo entre le métier d'éducateur en hébergement et le métier d'éducateur qui intervient auprès du service IERD. IERD signifie Intervention éducative renforcée à domicile. Ces professionnels interviennent directement au sein des familles et plus particulièrement à leur domicile. Ils sont nécessairement diplômés en tant qu'éducateurs spécialisés. Ils travaillent alors les difficultés familiales repérées ainsi que les objectifs définis par les jugements ou projets pour l'enfant à travers ce qu'on appelle une approche systémique et des outils spécifiques. Leur objectif est d'éviter dans un premier temps une dégradation de la situation familiale et d'éviter ainsi un possible futur placement de l'enfant. Au contraire, l'enjeu est de permettre aux enfants et aux parents de retrouver progressivement un équilibre familial et que la mesure puisse s'arrêter. Chaque enfant a un éducateur référent désigné. Cependant, ce professionnel est susceptible d'intervenir en famille en lien avec la psychologue de l'équipe, la thérapeute familiale ou encore l'un de ses collègues. Ces éducateurs travaillent donc en équipe. Leur profil nécessite une bonne capacité d'analyse, des qualités rédactionnelles et des compétences relationnelles liées à l'écoute ou encore la bienveillance auprès du public et de réelles capacités à confronter et partager ses idées avec ses collègues.
Parlons désormais plus particulièrement des surveillants de nuit. Leur fonction nécessite de passer avant leur embauche ou en cours d'emploi un CQP de surveillant de nuit. Ils sont les garants de la sécurité des enfants et de leurs éventuels besoins au cours de la nuit sur les collectifs. Au nombre de 2 ou seuls, en fonction des besoins de chaque groupe, ils effectuent des rondes régulières, s'assurent que chaque enfant est bien dans sa chambre ou en studio de semi-autonomie et interviennent, par exemple, si l'un d'eux est malade ou sollicite un temps d'échange en fonction de sa situation. Il est présent au moment du réveil des enfants et prépare le petit déjeuner en lien avec un éducateur et le maître ou la maîtresse de maison. Ces compétences doivent permettre de favoriser un climat de confiance et de sécurité et il doit, comme les éducateurs, avoir une bonne connaissance des situations des jeunes accueillis. Parlons désormais du poste de maître ou maîtresse de maison, toujours au sein des groupes d'hébergement. Là encore, il est demandé à ces professionnels d'avoir une formation spécifique de type diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social, ce qu'on appelle AES. Son activité est ciblée d'une part sur la tenue des locaux, c'est-à-dire l'entretien des espaces collectifs, mais aussi une participation au nettoyage et la bonne tenue des chambres individuelles des enfants ou des studios. Ce sont également eux qui gèrent le linge et les lessives des enfants. D'autre part, ils préparent en lien avec les enfants et les éducateurs les menus des repas hebdomadaires et assurent les achats et leur préparation. Ce sont surtout les goûters maison et les repas du soir qui sont à préparer, car la règle établie est que les enfants accompagnés en milieu scolaire soient tous demi-pensionnés. Je vais maintenant vous parler de la fonction de coordinateur. Il faut en distinguer 2. Il y a le coordinateur auprès des services d'activité de jour, qui pilote l'organisation du service, la répartition des activités et l'emploi du temps des ados concernés. C'est également lui qui soutient les accompagnements et projets à construire en ce qui concerne l'orientation scolaire ou professionnelle, les mises en stage et les liens avec les différents organismes et partenaires extérieurs. Il y a un autre mode de coordinateur qui est quant à lui rattaché au groupe d'hébergement. Il est le pivot entre le chef de service et l'équipe éducative. Il intervient sur les questions d'organisation, de planning et accompagne les éducateurs dans l'actualisation régulière des projets personnalisés. Plus précisément, il apporte un appui technique auprès des professionnels et favorise la dynamique d'équipe. Il peut également être amené à piloter des projets. Et les attendus le concernant sont sa capacité d'autonomie, être force de proposition ou encore son anticipation. Ils sont souvent issus de formations éducateurs et bénéficient en interne d'une formation de coordinateur de parcours social et médico-social. En lien avec les services d'activité de jour, il existe également un poste qui est celui d'éducateur technique. Il anime un atelier en journée auprès d'adolescents âgés à partir de 13 ans. À travers sa fonction, le premier objectif est de permettre à ces jeunes de reprendre un rythme d'activité régulier et de sortir de leur domicile car ils sont traditionnellement déscolarisés. L'éducateur technique va alors encadrer une activité permettant de favoriser des compétences et visant à l'intégration sociale et l'insertion professionnelle ou encore une reprise de formation. Il doit ainsi se montrer pédagogue, savoir encadrer son activité en toute sécurité et être en mesure de fixer des objectifs clairs et adaptés au profil des jeunes. Son profil professionnel nécessite des compétences dans un ou plusieurs domaines techniques, par exemple en entretien des espaces verts ou en construction bois, et de réelles capacités de transmission. Pour finir cette présentation de métiers au sein du dispositif CEDRE, je vais vous parler du métier d'assistante familiale. Les assistantes familiales accueillent un ou plusieurs enfants à leur propre domicile. Elles assurent les besoins et accompagnements nécessaires au quotidien, que ce soit sur le versant de la santé, de la scolarité, et bien entendu, veillent au bon développement de l'enfant. Elles sont rattachées à un service unique qui leur permet d'avoir une éducatrice en tant qu'interlocutrice privilégiée, qui répond à leurs demandes et besoins et qui fait le lien entre elles. Ces assistantes familiales doivent bénéficier d'un agrément délivré par le conseil départemental. Enfin, elles sont réparties sur différentes communes de l'ensemble du département des Vosges. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cette présentation vous aura permis de mieux connaître une partie des métiers qui permettent d'accompagner les enfants confiés au sein du dispositif CEDRE. Alors, on est aujourd'hui au DAPJ, dispositif d'accompagnement et de protection juridique.
Dans ce dispositif, il y a un service dédié à la protection de l'enfance qui s'appelle le service des délégués aux prestations familiales. Cette mesure qui porte un nom un peu barbare qui s'appelle la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. C'est une mesure qui accompagne les parents dans le soutien à la parentalité et dans l'aide à la gestion au quotidien du budget familial. Cette mesure est prescrite par le juge des enfants, mais elle a comme intérêt de soutenir les parents dans le quotidien de l'organisation et des dépenses prioritaires à mettre en place au bénéfice des besoins fondamentaux de l'enfant. Pour exercer cette mesure, il est nécessaire d'être un délégué aux prestations familiales, mais qui est d'abord un travailleur social. Le recrutement se fait via différents métiers du travail social. Ça peut être un assistant de service social, un éducateur spécialisé, un éducateur de jeunes enfants, mais également une conseillère en économie sociale et familiale. Donc c'est sur ces 4 métiers, support du travail social, qui permettent d'accéder à cette profession. En plus de ce diplôme d'État, il est aussi nécessaire de passer dans les 2 ans qui suivent l'embauche un certificat national de compétences, un CNC, et là un CNC à proprement parler pour exercer la mesure d'aide à la gestion du budget familial. Ce travail consiste à gérer en direct les prestations en lien avec les enfants, qui sont les prestations, les allocations familiales, l'allocation jeune enfant, l'allocation enfant handicapé, le RSA quand il est majoré, c'est-à-dire au titre d'une personne isolée, et puis les aides du département. En tout cas, toutes les aides financières, en tout cas les prestations familiales qui sont en lien avec l'enfant, sont gérées directement par le service et on exerce cette mesure en cogestion avec les parents. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les soutenir et les accompagner dans une gestion plus opportune, à faire des choix budgétaires qui soient plus appropriés aux besoins des enfants. Pour cela, il faut effectivement réussir à établir une relation de confiance avec les familles, ce qui n'est pas chose évidente au départ parce que on arrive par le biais d'une mesure judiciaire, c'est une mesure de protection de l'enfance, donc c'est le juge des enfants qui nomme. Et pour le coup, c'est pas toujours accueilli de bonne aloi. Non seulement on a toujours peur pour les parents, leur angoisse première c'est est-ce qu'on va me placer mes enfants, et dans un deuxième temps c'est j'ai plus accès à mon argent aussi librement que je pouvais l'avoir, et on entre dans l'intimité des familles, on entre dans des choses qui sont vraiment à faire attention. Donc c'est primordial de laisser et de favoriser l'instauration d'une relation de confiance, c'est la base du travail. Donc il faut être à l'écoute, il faut être capable aussi d'entendre la question de l'autre. On a tous des a priori, des représentations, donc il faut être aussi en capacité d'accepter que l'autre est différent de nous et qu'on peut effectivement travailler avec dans cette différence-là et l'accompagner dans ses choix. Nous, on va rester sur le domaine de la protection de l'enfance. Tous les autres choix des parents, dès l'instant où les besoins fondamentaux des enfants sont assurés, c'est-à-dire qu'il a dans le logement, dans l'éducation, dans la santé, tous ces éléments-là, dès l'instant où ils sont priorisés et qu'ils conviennent aux besoins des enfants, le reste, les parents font bien ce qu'ils veulent avec leur argent. Enfin, je veux dire, dès l'instant où tout est assuré, on reverse l'argent et c'est à eux d'en faire ce qu'ils veulent bien en faire. Nous, on est juste les garants de l'utilisation au bon endroit des besoins fondamentaux de l'enfant.
Donc effectivement, de l'écoute, de la bienveillance, aussi de l'expertise, parce qu'il s'agit effectivement de gérer l'argent public, mais l'argent de la famille. On doit rendre compte aux magistrats, on doit rendre compte à la famille, et on travaille bien sûr en partenariat avec tous les acteurs de la protection de l'enfance, parce que parfois dans une même famille, un des enfants peut être placé dans une MEX, un autre peut être placé en famille d'accueil, il peut y avoir autant de familles, autant de cas de figure, donc on doit aussi apporter une aide et un soutien personnalisé, ce qu'on assure avec un DIPC, un document individuel de prise en charge, où on fixe les objectifs de travail en fonction de ce qui est écrit dans le jugement et de ce que demande le juge. On fixe avec la famille des objectifs de travail qu'on évaluera à la fin de la mesure pour dire ça on a avancé, on en est là on a avancé, ça c'est pas encore tout à fait fait, ça il faut stabiliser. Et au moins la famille, elle sait, si jamais il y a un renouvellement, elle sait ce qu'on va attendre d'elle et ce qu'on doit encore peut-être faire, parce que tout ne peut pas être fait en une année, parce que les mesures sont souvent données pour une durée d'1 an, renouvelables à chaque audience. Et la situation des enfants, du point de vue de leur scolarité, du point de vue de leur ouverture sur l'extérieur, du point de vue de tout ce qui fait leur quotidien. Tout ça, c'est évalué et on réfléchit avec les parents pour savoir comment faire en sorte que l'enfant ait ce dont il a besoin pour s'épanouir le plus possible. Bonjour, je me présente, Alexia Todd, chef de service au sein du dispositif d'accompagnement et de protection juridique. Je suis en charge du service SMPM, donc c'est le service des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. On encadre 23 mandataires sur tout le département, ainsi que 7 assistantes tutélaires et une mandataire polyvalente. Donc, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, c'est un professionnel qui est chargé d'accompagner et de protéger les personnes placées sous mesure de protection dont la capacité personnelle ou patrimoniale est altérée par une maladie, un handicap ou un affaiblissement lié à l'âge. Donc, son intervention repose sur une décision du juge des contentieux et de la protection et vise à garantir le respect des droits, de la dignité et de l'autonomie des personnes protégées. Je vais vous présenter les rôles et missions des mandataires judiciaires au sein du DAPJ. Donc, le LJPM exerce une mission de protection juridique et d'accompagnement social selon la mesure qui est prononcée. Il existe 3 types de mesures, la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, avec des déclinaisons notamment pour la curatelle qui se décline curatelle simple, aménagée ou renforcée. Donc, ces missions peuvent varier, mais elles poursuivent tout un même objectif, assurer la protection des intérêts de la personne tout en favorisant son autonomie. Donc, ses principales missions, c'est assurer la gestion administrative et financière. Le mandataire judiciaire veille à la bonne gestion des ressources, du patrimoine et des dépenses de la personne protégée. Il établit un budget, règle les factures, perçoit les revenus et rend compte de sa gestion au juge. Il protège les droits civils et patrimoniaux. Il représente la personne dans les actes de la vie civile lorsque celle-ci ne peut les accomplir seule. Signature de contrat, démarches administratives, tout en respectant les limites fixées par la mesure. On peut également seulement assister les personnes concernant les différents actes de la vie. On oriente ces personnes-là. On les accompagne aussi au quotidien, alors en favorisant la participation des usagers dans l'exercice de la mesure. Donc, on a une veille pour être sûr que les personnes puissent être correctement accompagnées aussi par les partenaires et travailler sur l'autonomie de celle-ci. Il s'assure de la qualité de son cadre de vie, l'accès aux soins et le maintien des liens sociaux. Assurer également un rôle de médiation et de coordination en lien avec les partenaires sur tout le département des Vosges. Donc, il travaille en collaboration avec les familles, les établissements et les partenaires du médico-social. Maintenant, je vais peut-être vous parler des qualités indispensables pour être mandataire judiciaire. D'après moi, je tiens à le préciser, exercer le métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs requiert de nombreuses compétences humaines, éthiques et professionnelles. Un bon mandataire doit faire preuve d'empathie et de bienveillance,
Donc pour comprendre les difficultés et les besoins des personnes accompagnées, c'est très important. Avoir le sens de l'écoute et du respect également, afin d'établir une relation de confiance avec la personne protégée, qui est indispensable pour l'exercice de la mesure. Une rigueur et une organisation qui est indispensable dans ce métier, que ça soit dans la gestion administrative ou financière des personnes qu'on accompagne. La discrétion et l'intégrité, en raison du caractère confidentiel aussi des informations qu'on peut collecter au cours de l'exercice de la mesure. Un esprit d'analyse et de discernement également pour prendre des décisions justes et adaptées à chaque situation. Et pour finir, la capacité de travailler en réseau, en lien avec les différents partenaires sociaux et médicaux et judiciaires, parce qu'en fait, sans les partenaires, l'exercice de la mesure est quasi impossible. Voilà. Donc, vous avez toutes les informations sur le métier de mandataire judiciaire, donc n'hésitez pas à contacter la VSEA pour plus d'informations. Alors comme vous avez pu le découvrir à travers la présentation de certains métiers exercés au sein de notre association, nous recrutons de manière constante des professionnels souhaitant s'investir à nos côtés dans différents métiers clés du secteur social et médico-social. Donc nous recherchons des personnes humaines, engagées et rigoureuses avec un réel intérêt pour notre secteur. Il suffit donc de visiter notre page carrière en vous rendant sur notre site internet lavsea88.com pour consulter nos différentes offres d'emploi et postuler directement en ligne. Donc rejoindre la VSEA, c'est vraiment participer à une mission qui a du sens. Donc si vous aussi, vous souhaitez contribuer à améliorer la vie des personnes que nous accompagnons au quotidien et également évoluer dans un environnement stimulant et humain, nous serons ravis de pouvoir vous accueillir au sein de la VSEA. Merci à vous.